De nombreux films résistent à l'épreuve du temps et s'améliorent comme un bon vin, tandis que d'autres n'ont pas cette chance. Indépendamment de la qualité, du succès commercial ou de l'origine, certains contiennent des histoires, des personnages ou des idées qui aujourd'hui seraient considérées comme controversées et offensants. Des propositions qui seraient annulées sans hésitation en raison de l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 10 films que, bien que nous les aimions tous, ne pourraient malheureusement pas être réalisés de nos jours. Ces vidéos ont été rendues possibles grâce à nos cours d'écriture de scénario, de réalisation et de cinématographie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour une offre spéciale. Numéro 13. Le dernier tango à Paris. Le dernier tango à Paris est un autre film qui a repoussé les limites à son époque et qui continue d'être débattu pour son approche controversée de l'intimité à l'écran. Avec Marlon Brando et Maria Schneider, le film a été célébré pour son exploration brute et sans filtre du désir et de la vulnérabilité humaine. Cependant, en coulisses, la façon dont certaines scènes ont été filmées a soulevé des préoccupations concernant le consentement et le traitement des acteurs. Dans le climat actuel, où l'accent est beaucoup plus mis sur des limites claires et une collaboration respectueuse dans tous les aspects de la réalisation, les méthodes utilisées pendant la production seraient probablement scrutées. Trop lourdement, le film reste un sujet de débat, admiré par certains pour son ambition artistique, tandis que d'autres le considèrent comme un rappel de l'évolution des normes de respect et des pratiques éthiques dans le cinéma. Numéro 12, Orange Mécanique. Orange Mécanique est un film qui suscite encore des discussions des décennies après sa sortie. Réalisé par Stanley Kubrick, ce drame dystopique présente un avenir où la violence et le libre arbitre se heurtent d'une manière à la fois stylisée et profondément troublante. Le film suit Alex et sa bande alors qu'ils commettent des actes d'une brutalité choquante, puis prend une tournure lorsque l'État intervient avec des traitements comportementaux expérimentaux. Bien que beaucoup admirent son mérite artistique et son exploration audacieuse de thèmes tels que le contrôle et la moralité, les scènes explicites d'agression du film et sa représentation controversée de la violence sexuelle sont des aspects qui seraient probablement accueillis dans la critique d'aujourd'hui. Les publics modernes et les régulateurs pourraient trouver le contenu graphique et la manière dont il remet en question les limites éthiques trop provocants pour être acceptés par le grand public. Numéro 11. Retour vers le futur. Il y a un sujet qui est la définition même du tabou, l'inceste. C'était toujours rare, même dans les productions indépendantes, à tel point que dans les années 80, il était surprenant de le voir revêtir une importance narrative dans un blockbuster comme Retour vers le futur. Quand Marty McFly voyage accidentellement en 1955, il interrompt le moment exact où les jeunes gens qui deviendront ses parents commencent à tomber amoureux. Mais ensuite, quelque chose se passe. Pour aggraver les choses, Lorraine, sa future mère, tombe amoureuse de lui. En fait, avant d'entrer au bal de fin d'année, elle l'embrasse et se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle dit que c'était comme embrasser son propre frère. Cet aspect inhabituel du film était dans le scénario dès le début, écrit par le réalisateur Robert Zemeckis avec Bob Gale, alors qu'il cherchait un studio hollywoodien pour financer le projet. Disney l'a rejeté spécialement à cause de ce détail. Universal n'avait pas autant de problèmes. Mais pouvez-vous imaginer ce qui se passerait aujourd'hui si un film du calibre de Marvel ou Pixar présentait une scène similaire? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Numéro 10. Attache-moi. 1989. Aujourd'hui, Pedro Almodóvar est célébré comme un cinéaste renommé pour la culture espagnole et le cinéma en général. Mais à ses débuts, il était fondamentalement un punk du cinéma, audacieux et politiquement incorrect. Pendant les années 80, cette audace a fait de lui le porte-drapeau de la movida madrileña. Et c'est précisément à cette époque qu'il a créé l'une de ses propositions les plus susceptibles d'annulation, Attache-moi, 1989. Dans celui-ci, Antonio Banderas incarne Ricky, un homme déséquilibré qui kidnappe Marina, une star de film pour adultes, avec qui il a autrefois eu une relation. Il l'attache à un lit et essaie de la convaincre qu'ils sont amoureux. Et elle finit par s'éprendre de lui. Un tel postulat rendrait n'importe quel producteur extrêmement nerveux aujourd'hui et provoquerait une avalanche de larmes sur les réseaux sociaux. Il propose une histoire inhabituelle d'amour et de désir née de la violence, sans parler de certaines scènes, comme celle où Ricky et Marina se laissent emporter par la luxure, qui ont été filmées avec une telle intensité que beaucoup pensaient que les acteurs étaient vraiment intimes. Victoria Abril, qui joue Marina, a admis qu'aujourd'hui, le film ne pourrait pas être tourné,
car elle pense que nous ne sommes plus libres de dire ce que nous voulons. Numéro 9. Manhattan. Les relations avec une différence d'âge n'ont jamais été exemptes de controverses, surtout lorsqu'une personne mûre est jumelée avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Le grand écran nous a offert de nombreux exemples, bien qu'aucun ne soit aussi discuté que celui que Woody Allen a présenté dans la comédie romantique Manhattan. Dans celui-ci, Allen incarne Isaac Davis, un scénariste d'âge moyen qui tombe amoureux de la femme de son meilleur ami tout en entretenant une relation sentimentale avec Tracy, une jeune fille de 17 ans. Le lien entre Isaac et Tracy n'a pas suscité de débat à l'époque, mais au fil des décennies et avec l'évolution des mentalités, il l'a certainement fait. De plus, certains détails du tournage se sont avérés encore plus controversés. Tracy était interprétée par Marielle Hemingway, qui lors du tournage n'avait que 16 ans, comme elle l'a révélé plus tard dans son autobiographie Out Came the Sun. Allen a même essayé de la séduire, voulant même l'emmener en voyage à Paris. Allen a continué à montrer des relations avec une grande différence d'âge dans d'autres films, et il a lui-même vécu 2 telles situations dans la vie réelle, toutes 2 au milieu de scandales. Au-delà du fait que Manhattan est toujours considéré comme un film prestigieux, pensez-vous qu'un film comme celui-ci pourrait être réalisé aujourd'hui? Numéro 8. 16 Candles. Les comédies étudiantes sont une garantie d'excès. Et bien que beaucoup d'entre nous rient de leurs histoires extravagantes, la plupart contenaient des scènes qui rentrent parfaitement dans la catégorie des crimes. Nous pouvons citer des films comme Animal High, Porky's et Revenge of the Nerds. Mais concentrons-nous sur Seize Bougies pour Sam, l'un des chefs-d'œuvre indéniables de John Hughes. La protagoniste, Samantha Baker, est une jeune fille qui fête son 16e anniversaire et qui est amoureuse de Jake, le garçon le plus attirant et populaire. Mais elle est aussi désirée par Ted, un geek plus jeune. Bien que le film ait été très populaire, il a fait l'objet d'un examen minutieux au fil des ans. Pour commencer, il a été critiqué pour ses insultes homophobes et sa xénophobie. Il y a une scène avec un étudiant d'échange dépeint avec tous les stéréotypes possibles. De plus, la façon dont certains personnages se moquent de l'absence de poitrine proéminente de Samantha a mal vieilli. Mais il y a un aspect encore plus délicat. Dans une séquence, Caroline, la petite amie de Jake, passe trop. Jake a demandé à Ted de la ramener chez elle, lui donnant implicitement carte blanche avec elle, car elle est tellement ivre qu'elle ne remarquerait rien. 16 Candles a été inspiré par des essais sur la manière dont les abus sont normalisés dans certaines productions. Molly Ringwald, qui jouait Samantha, a dit plus tard que c'était des temps différents, bien qu'elle soit maintenant opposée à beaucoup de choses vues à l'écran. Numéro 7. Ace Ventura. Détective pour chiens et chats. De nos jours, nous avons plus d'informations sur le monde LGBT et l'identité trans, mais dans les années 80 et 90, c'était quelque chose de nouveau, et beaucoup de gens ne l'acceptaient ni ne le comprenaient. À l'époque, une personne trans était surtout utilisée comme gag ou pour le comique. Nous pouvons voir les exemples dans des films comme Ace a-t-il un flic pour sauver la reine? Ou sais-je? Mais aucun épisode n'était aussi extrême que dans Ace Ventura. Swan. Détective pour animaux. Jim Carrey incarne le personnage extravagant éponyme, dont la mission est de sauver Flocon de neige, le dauphin mascotte des Miami Dolphins. Pendant l'enquête, il s'implique avec Lois Einhorn, une policière. Et ils échangent un baiser passionné. Mais tout change lorsqu'il déduit qu'elle est en réalité Ray Finkel, le possible kidnappeur de l'animal. Ace est perturbé, vomit de façon incontrôlable, se brosse les dents, brûle ses vêtements et pleure sous la douche. La séquence est accompagnée de The Crying Game de Boy George tiré du film du même nom, qui présente notablement un personnage trans. Plus tard, le détective Force Einhorn a révélé sa véritable identité, provoquant la nausée chez les autres agents. Ces scènes ont provoqué des rires lorsque le film est sorti en salle, mais aujourd'hui, elles sont considérées comme l'exemple le plus grossier de transphobie. La controverse qu'elles ont générée est même présentée dans le documentaire de 2020 Disclosure, qui examine la représentation de la communauté trans dans la culture pop. Concernant Ace Ventura, son créateur a admis qu'il savait toujours que le film générerait à la fois de l'amour et de la haine. Une grande comédie sans aucun doute, mais avec un rebondissement narratif impensable aujourd'hui. Numéro 6. Pink Flamingos. Il existe aujourd'hui des millions de films qui ne pourraient pas être réalisés. Mais certains réalisateurs ne pourraient tout simplement pas filmer leurs projets à notre époque. Il n'y a pas de meilleur exemple que John Waters. Tous ces films sont des bombes atomiques contre le bon goût. Mais son chef-d'œuvre d'excès restera toujours Pink Flamingo. Nous lui avons déjà consacré une vidéo. Arrêtons-nous pour considérer les aspects qui le rendraient annulable. En réalité, le film est controversé depuis sa prémisse. Deux clans en compétition pour voir lequel est le
le plus obscène. Sans la moindre culpabilité, Waters déchaîne une infinité de situations scatologiques et d'humour noir de toutes sortes. Mais le moment le plus controversé arrive à la fin. La matriarche drague autoproclamée de la famille protagoniste mange des excréments qui viennent d'être déféqués par un chien. Une scène filmée en une seule prise continue sans coupure pour éviter tout trucage cinématographique. Waters ne fait plus de films depuis des années, mais il écrit des livres et propose des masterclass dans le monde entier. Il ne cesse de souligner l'importance de l'expérimentation et du mauvais goût pour l'expression artistique, et il critique toujours la culture de l'annulation. Considéré comme l'une des icônes de la culture progressiste dans les années 70 et 80, il a dit un jour que les censeurs d'aujourd'hui sont riches, jeunes et progressistes, qui sont contre la liberté d'expression pour laquelle il s'est battu autrefois. Cannibal Holocaust. Les grands films d'horreur sont nécessairement perturbants à réaliser. Mais parfois certains vont trop loin. Même pendant le tournage, la production italienne, Cannibal Holocaust, a franchi des limites impensables et a été mal reçue dès le début. Bien que nous lui ayons déjà consacré une vidéo, revisitons l'un de ses aspects les plus infâmes. L'une des raisons pour lesquelles il ne pourrait être réalisé aujourd'hui est, franchement, pas même à l'époque. L'histoire est perturbante en elle-même. Un groupe de documentaristes s'aventure dans une jungle colombienne connue sous le nom d'Enfer Vert et rencontre les Yacumos, une tribu de cannibales. Incapables de capturer des images intéressantes, les cinéastes eux-mêmes commettent des actes de violence contre les indigènes. Naturellement, la réponse des sauvages est rapide. Après 4 semaines en salle, Cannibal Holocaust a été retiré des cinémas et confisqué par un Milanais. Court. De plus, le film a été interdit pendant 3 ans. La violence entre humains nous offre des images déconseillées aux âmes sensibles, même si nous savons que tout cela est simulé. Ce qui a sauvé le réalisateur Ruggiero Deodato lorsque le système judiciaire l'a accusé d'avoir réellement tué les acteurs. Pourtant, à d'autres moments du film, les tueries d'animaux étaient réelles. Une araignée, un rat musqué, une tortue géante, un singe, un serpent et un cochon ont tous été tués. Deodato a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Panneau. Plus tard, il s'est plaint que les militants avaient attaqué le cinéma et non les abattoirs. Pourtant, il a ensuite exprimé des regrets pour ces scènes et a dit qu'il aimait les animaux. Numéro 4, Tonnerre sous les tropiques. Que ce soit en tant qu'acteur ou réalisateur, Ben Stiller n'a jamais eu peur de s'attaquer à la comédie avec des éléments ou des thèmes qui pourraient affecter certains secteurs de la société. Et en effet, bien que ces films puissent encore être réalisés aujourd'hui malgré les annulations, il y en a un qui serait extrêmement difficile à filmer à cause d'un thème qui, une fois mentionné, suscitera des images instantanées dans l'esprit de chacun. Je parle de Tropic Thunder. 3 stars hollywoodiennes jouent dans un film sur le Vietnam. Et bien qu'elles finissent par être impliquées dans un véritable conflit militaire, l'une de ces stars distraites est Kirk Lazarus, un Australien qui subit une procédure de pigmentation de la peau pour jouer un soldat noir. Ce personnage sert de satire des acteurs de la méthode, mais dès le début, il y avait des voix exprimant leur mécontentement. Robert Downey Jr., qui a joué Lazarus, n'a pas évité le sujet lors d'une interview, disant qu'il pouvait comprendre le dégoût du public. Pourtant, il a défendu sa performance. Il a précisé que son intention n'a jamais été d'offenser la communauté afro-américaine et a insisté sur le fait que le film visait en réalité à critiquer et à exposer la stupidité du blackface au cinéma. Bien que l'explication de Downey Jr. ait été sincère, je doute que quelqu'un aujourd'hui oserait interpréter un personnage similaire. Numéro 3. Taxi Driver. Les films mettant en scène des mineurs dans des situations pour adultes sont une recette infaillible pour la controverse. Beaucoup d'entre nous se souviennent de Jodie Foster dans Taxi Driver, où à l'âge de 12 ans, elle jouait une prostituée adolescente. En fait, le chef-d'œuvre de Martin Scorsese est si riche en détails que nous finissons toujours par le mentionner dans nos vidéos. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner un autre film, avec un cas encore plus trouble, Pretty Baby. Situé en 1917, le film se concentre sur Violette, une fille de 12 ans, vivant dans un bordel. Sa mère est l'une des prostituées. Et finalement, la jeune fille est elle aussi menée sur ce chemin. La controverse était présente dès la production. Le rôle de Violette fut initialement proposé à Jodie Foster, qui l'a refusé, le laissant ainsi à Brooke Shields, qui avait le même âge que le personnage. Cela n'a pas empêché le réalisateur Louis Malle de la montrer peu vêtue, et même de la faire embrasser son costard, Keith Carradine, âgé de 29 ans. Bien que Pretty Baby ait remporté des prix majeurs, il continue d'alimenter les discussions. Surtout maintenant qu'un autre film,
mettant en scène une jeune fille, dans des scènes aussi audacieuses, a été sorti. Shields a réussi à poursuivre sa carrière à Hollywood, mais l'expérience a laissé sa marque, comme le révèle le documentaire au titre approprié, Pretty Baby 2. Numéro 2, La vie de Brian, 1979. Et enfin, il y a un film qui a réussi à être annulé à chaque époque pour toutes les raisons possibles, couvrant tout le spectre politique et moral. Ce film est La vie de Brian, 1979, par le groupe comique anglais Monty Python. C'est une satire du christianisme centrée sur un homme ordinaire pris pour Jésus et traité comme tel. Lors de sa sortie, il fut accusé de blasphème par des groupes religieux. Mais ses critiques s'estompèrent avec le temps, alors que l'Église devenait moins une cible. Cependant, aujourd'hui, il serait au centre d'une nouvelle controverse. En 2023, une adaptation théâtrale de La vie de Brian était en préparation, et tout semblait être un succès garanti jusqu'à ce que les acteurs refusent de jouer une scène spécifique du film. Cette scène montre le moment où Stan, l'un des personnages, annonce qu'il veut être une femme et avoir des enfants, parce que c'est son droit en tant qu'homme. Et il se nomme alors Loretta. Un autre homme se moque de lui, à quoi Stan, ou plutôt Loretta, lui dit de ne pas l'opprimer. John Cleese, l'un des Pythons, a reconnu que la distribution a conseillé de retirer la scène, la trouvant dépassée et potentiellement offensante. Cleese a admis que la scène n'avait pas bien vieilli, mais il a insisté sur le fait qu'il ne l'enlèverait en aucun cas. La vie de Brian confirme qu'un film, peu importe son audace, trouve toujours un moyen d'être annulé, quelle que soit l'époque ou le groupe qui l'offense. Lorsque nous regardons un film, il est naturel de se sentir connecté aux personnages, du moins dans certains de leurs traits. C'est ainsi qu'est né sur Internet un phénomène connu sous le nom de « c'est moi » ou simplement « moi », terme que nous utilisons pour indiquer quand nous résonnons avec des archétypes de toutes sortes à différents moments de nos vies. Numéro 1, Tueur né. Natural Born Killers est un film qui plonge tête la première dans le monde chaotique et troublant de la violence sensationnaliste. Réalisé par Oliver Stone, le film raconte l'histoire de Dalzivo Enbersurd. Tourbillon de crimes et frénésie médiatique, repoussant les limites de la représentation de la violence à l'écran. Son montage frénétique et sa narration hyper stylisée étaient censés servir de commentaire sur l'obsession des médias pour le sensationnalisme et la manière dont cela peut parfois glamouriser les comportements destructeurs. Bien qu'il fût conçu comme un regard satirique sur la fixation de la société sur la violence, le déferlement incessant de scènes intenses dans le film pourrait être considéré comme trop extrême par les normes actuelles. Avec les débats actuels sur l'influence des médias et la responsabilité sociale, il est facile de comprendre pourquoi une telle représentation pourrait mener à des appels pour un contrôle plus strict ou même pour de la censure.